Bien. Donc, on est prêt à commencer. Donc, aujourd'hui, nous recevons Philippe Saint-Cyr, Salut. brasseur en chef de Boswell, qui nous accueille aujourd'hui, et Martin Allaire, son assistant brasseur. C'est mon brasseur. C'est ton brasseur? J'aime pas ça l'appeler assistant. On va l'appeler, c'est ton brasseur, puis toi, t'es chef brasseur, puis t'as un brasseur. Ouais, brasseur en tête. Brasseur en tête. Head brewer, dans le fond. Head brewer. Ah oui, c'est vrai. Une bonne traduction. On va commencer tout de suite par une première question, Philippe. Pourquoi avoir demandé que Martin soit là aujourd'hui? Parce que, dans le fond, là, aujourd'hui, il y a une partie du cours qui est sur la formulation de recettes. Puis c'est un procédé qu'on fait beaucoup ensemble. Moi, je pense pas que c'est une personne, une brasserie à la base. Là. On est deux, puis tout ce qu'on fait, on y pense ensemble, puis on le produit ensemble. Fait que je trouvais important d'avoir les deux points de vue. As-tu Es-tu quelque chose à confortable avec rajouter? ça? Je te pile sur le micro. Hein? Moi, je trouve ça tellement le fun que Martin puisse enfin défaire le mythe que ça prend une barbe pour brasser de la bière. Ouais, c'est ça, exact. Tant qu'il y a du poil à quelque part sur la tête ou dans la face. Sur la tête. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vrai, en fait, c'est que les décisions sont pas mal tous prises dans un brainstorm où les idées sont ouvertes d'un bord et de l'autre. Puis le résultat final est plus souvent qu'autrement à mi-chemin entre l'idée de Philippe et la mienne. Fait que Donc, tu as quand même une certaine liberté en tant que... une grande autonomie, je dirais même. grande autonomie, super. On va y aller avec votre parcours. Oui, le parcours Vos parcours de brasseur. de brasseur. Moi, Philippe, on a déjà discuté de ça ensemble et il y a quelque chose de quand même particulier. Tu m'as dit que toi, tu n'as pas commencé comme un brasseur amateur. Non, c'est ça. Moi, j'ai commencé dans une brasserie. C'est un parcours un peu bizarre. Fut un temps, j'étais gérant d'une taverne dans le magnifique arrondissement de Côte-des-Neiges. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de faire rentrer de la bière du Québec. Puis ça fait 15 ans de ça, peut-être, là. Peut-être 13. Puis fait qu'il n'y a pas grand-chose de disponible à l'époque. Puis je m'y connaissais pas tellement. Puis j'ai engagé un gars comme serveur qui tripait bière, il s'appelle encore Dominique Charbonneau, qui a quitté pour se rendre au Saint-Boc, ouvrir la place. Puis il est devenu brasseur là-bas. Puis le jour que moi j'ai quitté, je l'ai rejoint. Puis j'ai mis un pied dans la brasserie. J'ai commencé, comme tout le monde, à pelleter de la drèche puis à laver des barils. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à brasser là-bas. Lui a quitté pour démarrer Brasseur du Monde. Puis à ce moment-là, j'ai pris les rênes. Je suis resté brasseur en chef là-bas pendant à peu près 5 ans avant de quitter pour démarrer ça ici. Puis toi, Martin, toi, tu brasses amateur. Oui, moi je brasse maison, mais ça a commencé avec un projet scolaire en fait. C'était une idée que je mijotais comme bien du monde. Ouais, j'aimerais ça faire ma bière maison, mais tu sais, ça traîne, puis tu prends pas vraiment l'engagement d'acheter l'équipement et tout ça. Mais j'avais un cours qui s'appelait Entraînement à la créativité. Puis à la fin, il fallait présenter une création qui nous était personnellement assez proche et en tout cas, c'est dans une démarche d'art-thérapie un peu, là. Puis moi, je me suis dit, pourquoi pas en profiter finalement pour faire la maudite bière maison que j'ai jamais essayé. Puis je trouvais que c'était un beau prétexte. Fait que je suis allé voir Philippe. Moi, je travaillais au Saint-Boc à ce moment-là, mais comme serveur. Fait que je connaissais Philippe qui était en brasserie à ce moment-là. Il était déjà maître brasseur. Puis j'ai demandé un crash course, puis une liste des choses à acheter. Puis j'ai fait une première bière extrait, puis steep grains. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Partial mash. Partial mash. En français, on dit un partial mash. Ouais. Avec des grains de spécialité puis une canne d'extrait finalement. Puis ça a commencé de même. J'ai aimé ça. Puis après ça, je suis tombé dans l'enfer de toujours racheter du meilleur équipement pour faire de la meilleure bière puis me faire moins chier. Puis le loop, là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une place en brasserie qui se libère au Saint-Boc. Philippe m'a demandé si ça m'intéressait de devenir son assistant. Puis c'est ça, on travaillait ensemble là-bas un peu moins d'1 an avant qu'ils partent pour ouvrir ici. Puis je me suis joint à l'équipe du Boswell en brasserie quand la brasserie a ouvert ici finalement. Fait que, en fait, on parle de collaboration entre vous deux. C'est vraiment une collaboration de tous les jours ou il y a quand même il y a certains aspects qui sont moins collaboratifs? Au début, quand moi je tenais, c'est quand même la brasserie que j'ai achetée, fait que je tenais à comprendre ce que je faisais ici avant de
d'incorporer Martin dans le processus. Fait que c'est sûr que, mettons, la dizaine ou douzaine de premières recettes, j'ai travaillé dessus tout seul. Puis Martin, ben, il apprivoisait les autres facettes, les transferts, les enfûtages, lavage de barils. C'est pas lui qui pèlte mes drèches, je pèlte mes propres drèches. Puis au moment que moi, je me suis senti confortable, je me suis senti confortable à y montrer comment ça fonctionnait, là, on a commencé à travailler plus de concert sur tout ce qu'on fait. Quand, tu peux pas me répondre, Philippe, mais au niveau de la différence d'un brassage amateur et un brassage professionnel, Martin? Ben, essentiellement, c'est la même démarche à plus grosse échelle, puis je dirais que j'aime vraiment mieux brasser professionnel pour au moins 2 raisons là, qui me viennent comme ça. La première, c'est que c'est moins forçant. Il y a des pompes puis des valves qui travaillent à ta place. Puis la deuxième, c'est que tu as énormément plus de contrôle dans un brassage qui soit dans une installation professionnelle. Je pense juste aux mesures de suivi de pH, puis surtout au contrôle de température de fermentation. Pouvoir faire des steps, des choses qu'on arrive difficilement à faire dans un garde-robe ou dans un frigo. Il faut vraiment que tu sois bien équipé finalement pour pouvoir faire de la bière maison ou tu as un frigo avec un contrôleur de température, tout ça. Ça demande vraiment un investissement, là, tandis que ici, je trouve ça le fun de pouvoir juste me dire que si j'ai envie de faire tel style, j'ai rien qu'à te promets programmer. Que l'investissement ici était plus gros. Ouais, c'est sûr. Mais moi, Quand tu parlais de l'enfer de l'investissement. Mais je compare à comment moi je brasse chez nous versus comment on brasse ici. Ici, je trouve ça le fun d'avoir beaucoup plus, je sais qu'on a beaucoup plus d'emprise sur le processus là, dans toutes les étapes. Là. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez suivi des formations en brassage? Moi, j'en ai suivi beaucoup. J'ai eu la chance, beaucoup de monde connaissent le Saint-Boc, puis tout le monde pourra en dire ce qu'ils en veulent, mais j'ai quand même eu la chance de travailler là avec un patron très, très généreux en termes de formation payée. J'ai fait plusieurs cours Siebel, j'ai fait des cours avec Michel Gauthier, qui donne quelques cours en association avec les Labs Masca. J'ai eu la chance d'aller à peu près 58 au Craft Brewers Conference aux États-Unis, qui est une source d'information et d'inspiration incroyable. Puis sinon, ben, c'est beaucoup de lecture. Non, moi, pour ma part, c'est pas mal du mentorat-mentoré là, avec Philippe. Puis je te dirais que sinon, c'est du autodidacte de podcast puis de Brewers Publications. Là, puis quand t'aimes ça puis que tu tombes dans la geekness, tu t'autodidactes. Mais c'est vraiment avec Philippe, moi, j'ai pas de formation. Petite question tricky comme ça. Pourquoi la bière? Pourquoi pas le cidre, le vin ou les cocktails? Ou les plantes vertes? Ou les plantes vertes. J'aime bien les plantes vertes. Mais non, je pense que c'est plus l'époque que je suis tombé dedans que d'autres choses. Je veux dire, là, 12-13 ans, il n'y avait pas vraiment de cidrerie artisanale. Il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais faire de bon dans une bouteille de vin. Au Québec, il n'y avait pas grand... Mais tu sais, c'était pas ma passion non plus à l'époque. Là. Quand j'ai commencé à tomber dans la bière québécoise, c'était plus accessible, mais aussi, c'est juste ça que j'aime. On va parler un peu de brassage. À tour de rôle, le style que tu maîtrises le mieux? OK, c'est une bonne question. J'ai pas pensé à celle-là. J'aime... honnêtement, maîtriser un style, c'est quelque chose que je pense que tu vises toujours à atteindre. En ce sens-là, je pense que celle-là que je maîtrise le mieux puis que j'ai le plus de fun à faire, c'est étrangement la plus simple, qui se trouve à être une smash qu'on fait à répétition. C'est un peu un brassin laboratoire qui nous permet de découvrir des houblons de fond en comble. Puis, je veux dire, le produit, mis à part le houblon, sort à peu près toujours exactement comme je le veux. Moi, je suis loin de pouvoir dire que je maîtrise un style parce que je pense pas avoir brassé la même bière plus que 3-4 fois. Fait que je suis toujours allé dans des trucs différents, puis je suis vraiment pas rendu au point où de dire que je peux maîtriser un style.
Ouais. C'est vrai que les Smash, c'est des démarches intéressantes parce qu'on contrôle le plus de variables possible. Il y a vraiment juste le houblon qui va varier. Fait que d'une itération à l'autre de la Smash, on apprend à chaque fois. Là. Mais pas prêt à dire que je maîtrise quoi que ce soit. Puis c'est quoi le... Oups, oh, OK, on a baissé mon micro. C'est quoi la licorne, là? C'est quoi le style qu'on rêve d'atteindre une maîtrise? C'est presque une phrase complète. Ben, c'est... le rêve, c'est sûrement, je dirais, quelque chose, justement, que tu contrôles pas. C'est-à-dire tomber dans tout ce qui est sauvage en termes de fermentation et des apports de bois ou des ingrédients spéciaux que c'est jamais vraiment quelque chose que tu peux calculer et prévoir de façon parfaite. Fait que quand tu réussis à produire ce que tu veux avec ces facteurs-là, je trouve que ouais, c'est là que tu es vraiment satisfait. Puis tes inspirations viennent d'où en général? Là? Tu parles en termes de brasseurs, de brasseurs. Je dirais que j'ai peut-être 2 ou 3 brasseurs où j'ai des man crush. Il y a Chad Jacobson de Crooked Stave qui a fait énormément de travail dans le Brett. Puis on peut tous s'y référer. Il donne ses connaissances gratuitement à tout le monde. Sinon, je dirais Ken Grossman de Sierra Nevada, qui a vraiment à peu près été la personne qui a parti le mouvement sur lequel on surfe en ce moment. Puis non seulement qu'il l'a parti, mais il en a fait une entreprise durable avec des employés qui veulent travailler pour lui. Puis, je veux dire, sont à peu près... ils ont un objectif zéro déchet. Je pense qu'ils produisent quelque chose comme 90% de leur électricité de façon autonome. C'est tous des objectifs que je pense qu'on devrait tous viser à atteindre un jour. Fait que tu t'inspires vraiment de brasseurs qui ont une vision plus large que juste faire une bonne recette. Oui, absolument. Oui. Martin, toi? Moi, côté inspiration pour des idées créatives, c'est toujours plaisant de se tourner vers ce que fait Mick Heller, parce que on dirait qu'il est capable de... on dirait quasiment qu'il y a un dé au hasard qui tourne, puis là, il y a un ingrédient qui pop, un autre dé qui tourne, puis là, il y a un autre ingrédient qui pop, puis il se dit « comment je vais faire pour créer quelque chose qui fait du sens avec tout ça ici, là? » Puis, je sais pas, ça donne rarement quelque chose de mauvais, puis... à ce qu'on sache. Ça montre... À ce qu'on sache, oui. Ça montre à quel point, finalement, lui, à partir de ses papilles, de sa tête, il est capable d'aller formuler des affaires vraiment bien balancées, avec des ingrédients un peu improbables, à quel point la bière est un breuvage aussi qui est flexible dans ce qu'on peut lui attribuer, finalement. Puis ça, je trouve toujours bien le fun comme source d'inspiration. On va continuer un peu dans l'inspiration. On va aller dans vos souvenirs. Puis je vais poser une question. La première bière de microbrasserie du Québec que vous avez bu, c'était laquelle? Moi, la première... Ouais, je sais, parce que ça fait pas si longtemps. Non, c'est pas vrai, mais je me rappelle très bien la première bière de microbrasserie où, tu sais, quand on commence à boire avant l'âge barely legal, j'aimais pas vraiment la bière, pour être honnête. Puis je me rappelle que la première que je me suis retrouvé à avoir un craving de me dire « Hey, j'irais donc au bar prendre une pinte de ça. » J'avais 18 ans, puis c'était de la boréale dorée. Ouais, je voulais un petit pichet de boréale dorée. Ça paraît pas, mais ça fait déjà 6 ans de ça. Ça fait 6 ans, ouais. Toi, Philippe, t'en souviens-tu? Moi, c'est beaucoup plus loin. Le bar dans lequel j'étais gérant à l'époque avec que des produits McCausland. Fait qu'en partant, ça doit être dans mes premières. Je dirais celle qui m'a marqué puis qui m'a fait triper sa bière, puis j'ai aucunement honte de le dire. Je pense que ça serait la Coup de Grisou. Je trouvais que c'était donc spécial, puis à ce jour, je trouve toujours ça délicieux. Question un peu qui va faire la suite. Au niveau des bières, puis on va s'en tenir aux bières du Québec.
y a-t-il une bière que vous auriez aimé avoir conçu la recette puis l'avoir brassée? Cette bière-là, c'est comme votre... Tu disais un man crush tantôt, là, mais c'est vraiment... C'est pas envers le brasseur, c'est vraiment Crush. la bière. Hein? Le Beer Crush. Le Beer Crush. OK. Ça va assez bien avec ce que je disais comme objectif à atteindre tantôt. Moi, je pense que la buteuse brassin spéciale faite par Molson, c'est quelque chose d'exceptionnel qui me laisse perplexe à chaque fois que je prends une gorgée. Comment ne pas penser à la Péché Mortel en fût de Bourbon, personnellement? Sinon, j'avais la Catherine en fût de Bourbon. En fait, en termes de ce qui se passe au Québec, je trouve un produit vraiment bien raffiné, bien abouti. Là. Il y aurait celle-là, puis... je sais pas, j'essayais de penser à un assemblage. Il y a tout le temps des assemblages vraiment trippants. Mais, ouais, vite de même, je dirais Péché Mortel Bourbon, c'est pas mal... ouais, c'est à quoi je pense. Est-ce que, j'imagine, là, je l'entends, vous buvez encore des bières de micro, même si vous travaillez là-dedans? Bon, on en boit beaucoup ici, oui. À part celle du Boswell? Oh, oui, c'est sûr. Moi puis ma blonde, on va fréquemment au dépanneur à côté de chez nous se régaler. Puis est-ce que vous buvez des bières importées? De moins en moins. Je dirais que là, une couple d'années, le trip d'aller aux States pour remplir son coffre puis dépenser 300$ en taxes, je dirais que ce temps-là, il est révolu un peu parce que au Québec, on n'a plus rien à envier à mon goût. Je veux dire, tu as de la qualité mur à mur, avec de l'originalité mur à mur, chose qu'on ne retrouvait pas il y a 5 ans. Moi, pour ma part, j'habite à 2 pas du Peluso, fait que évidemment que je bois bien de la bière micro d'ici. Parce que des bières importées, non, pas beaucoup. Pas beaucoup, justement, pour une question aussi de prix. C'est pas que je manque de curiosité, mais j'ose croire qu'on a des produits d'ici qui sont tout aussi bons. C'était une autre histoire quand je travaillais au Saint-Boc, puis qu'on avait accès à une cave à bière qui avait pas de bon sens, puis qu'on pouvait goûter à... Je pense que à 22 ans, j'avais bu plus de lambic que quelqu'un peut en avoir bu ever. C'est juste parce qu'elle était là, puis elle était accessible, puis elle était pas chère. Mais depuis que... Pas cher. Ben, il y avait un rabais employé. Ouais. Il y avait un deal. C'était quand même 20$. Il y avait un deal. Ouais, mais t'as splitté avec un autre employé, puis là, ça venait pas cher. À part le Boswell, là, malheureusement, on va parler des autres aussi. Selon vous, en ce moment, c'est quoi la microbrasserie à surveiller au Québec? Moi, j'en ai une. Ben, Vrouden à Granby. 100% des bières que j'ai goûtées d'eux autres sont pile poil sur le style. C'est bien fait. Un branding correct. Puis une petite place où la compétition n'est pas chaude. Côté autres brasseries, il y a du monde. Ils ont toutes les conditions devant eux pour que ça marche super bien. Ils sont déjà bien distribués. Puis, ouais, d'après moi, eux autres sont dans les plus underdog. Ouais. Je nommerais peut-être Malmstrom, qui est en train d'agrandir, là. Mais il brassait sur un système minuscule et boboche. Plus petit que le tien. Ouais, minuscule et rafistolé. Puis il réussissait quand même à sortir un produit unique puis parfait. Puis à cette heure, il s'est donné les moyens de s'acheter du beau stock. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ça. Avant qu'on tombe dans les questions à rafale pour terminer l'entrevue, en fait, c'est quoi le plus gros défi à venir pour le Boswell et pour vous en tant que brasseur? Ben, je sais pas si c'est une primeur ou pas, ou si je peux en parler ou pas, mais au cours de 2018, on travaille sur le projet du chai. Fait qu'on va commencer à collectionner nos fûts de chêne puis à produire des bières. De la Péché Mortel Bourbon.
Ça risque d'être la Café Rico Bourbon, ouais. Fait que ça, c'est un des défis qui nous attend en tant que brasseur, parce que, évidemment, c'est un investissement, puis c'est pas le temps de commencer à scraper des batchs. Puis en tant que Boswell, je pense que à moyen terme, ça va être d'augmenter la production, puis aller rejoindre plus de points de vente au Québec, là. Personnellement, comme brasseur, je pense que ce serait de commencer justement, ça va dans la lignée du chai, là, puis de faire des assemblages. J'aimerais ça, tu sais, en plus avec le fait qu'on puisse faire des fermentations spontanées, puis d'y aller justement avec des assemblages, je trouve que c'est quelque chose que j'ai jamais essayé, puis pour en avoir lu beaucoup là-dessus, j'ai hâte de m'y mettre. Mettons que ce serait mon prochain défi. Sinon, je dirais pas non à aller faire un petit tour en Bavière une fois de temps en temps. Quelque chose comme ça. Donc, pour la dernière partie de l'entrevue, c'est des questions en rafale. Donc, je vous demande de répondre vraiment rapidement avec la première idée qui vous vient en tête. On va y aller soft pour commencer. Votre malt de base préféré? Maris Otter. Maris Otter. Moi aussi. Malt de spécialité préférée? Munich 10. Merde. Quoi? Munich 10, j'allais dire la même chose. On y est avec du seigle. Les seigles? Oh, ça s'appelle la coup de grisou de tantôt. Houblon préféré? Galaxy. Saz. Saz? Ouais. Classique. Classique? Ouais. Levure préféré? Saccharomyces 16 Bruxellensis 3. Vous le dites 3 fois rapidement. C'était celle-là que j'avais en tête. Ça paraît qu'on travaille ensemble. Passe. L'ingrédient qu'on te verra jamais mettre dans une bière. À part le navet, disons. De l'hibiscus. J'allais dire de la cannelle, mais il y en a dans ce que tu bois. Je déteste la cannelle. C'est réussi, je te quand rassure. même ça ma réponse. OK. À tes yeux, c'est quoi la première qualité d'une bonne bière? L'équilibre. L'équilibre. L'équilibre, la peintabilité qu'on appelle ici aussi. Le fait de vouloir en boire une autre après l'avoir fini. Blonde ou brune? Blonde. On parle de bière? Oui. OK. Passe. Trop difficile. Légère ou forte en alcool? Légère. Je bois pas mal plus de bière légère, ouais. On boit tout de suite ou on met au cellier? Tout de suite. Avant cellier, maintenant tout de suite. Canette ou bouteille? 50-50. Canette. Un conseil pour l'apprenti brasseur maison? Un seul. J'en ai 3. Go! Un, propreté. Propreté. 2, des notes. Toujours enregistrer ce que tu fais. Puis 3, lire le plus possible. Je t'en ai pas laissé. Hein. Non, j'en ai juste un, moi, puis c'est garde le sourire. Dans le sens où fais ça pour ton plaisir, fais-le pas pour sauver du cash ou épater la galerie. Là. Fais-le pour toi. Relax and have a pint of... ouais. Puis un conseil pour celui qui voudrait devenir professionnel? La rigueur, puis la lecture. Puis de la patience. Ouais. Je veux dire, faut s'attendre à en pelleter des drèches, puis en laver des barils, puis... En passant, il lave des barils tantôt. Fait que si quelqu'un veut lui donner un coup de main puis apprendre c'est quoi devenir professionnel, je suis sûr que Philippe va être vraiment content. Ben, je vous remercie. C'est déjà la fin de l'entrevue, la première partie. Alors, nous allons prendre une pause de 10 minutes. Ensuite, on va revenir et Philippe et Martin vont décomposer une recette. Et la recette, ça va être? Ça va être la Bitter qui est disponible en ce moment si jamais vous voulez un petit avant-goût. Alors, merci beaucoup, Philippe, Martin. Merci. OK. Fait que le but essentiellement de ce
cours-là aujourd'hui, c'était de voir comment que nous, on bâtit une recette. Tout le monde a un peu sa façon de faire puis sa façon de procéder. Avant de commencer, je voulais juste dire une petite affaire sur la linéarité de ce qu'on va expliquer. C'est pas un processus linéaire. Pour la simplifier, on va y aller point par point, mais c'est sûr que dans toutes les recettes qu'on fabrique, on revient en arrière, on fait un 360, on saute un peu, on passe d'un bout à l'autre pour arriver à un produit final. On ne fera pas ça aujourd'hui, on va essayer d'y aller en ligne. Fait que la première question qu'on se pose, en fait, c'est pourquoi on a besoin de faire une nouvelle bière, pourquoi on fait une nouvelle recette. Dans notre réalité à nous, il y a deux raisons possibles. C'est que, un, on a soit un manque à combler sur nos lignes. Nos lignes de fût sont toutes associées loussement à des styles en général. T'sais, on va toujours avoir une bière plus maltée, une bière plus ambrée. C'est sûr qu'on veut de la variété là-dessus aussi. Fait que quand on a un manque à combler, on essaie de construire quelque chose qui va bien aller sur la ligne en particulier. Puis l'autre raison, c'est juste parce que ça nous tente. Souvent, on va avoir de l'inspiration qui vient n'importe quand, n'importe où. Tu te réveilles la nuit puis tu te dis « Ah, j'ai envie de faire ça ». Puis là, on va construire quelque chose puis on va y trouver une place sur nos lignes. Oui, tout à fait. Puis de toute façon, on n'en manque pas d'idées, là. On aime boire de la bière, puis à chaque fois qu'on aime quelque chose, on se dit « On pourrait faire ça ». Peut-être même on pourrait arriver à faire quelque chose qui nous correspond encore plus. Puis à ce moment-là, on pitch des idées, on a une belle grosse liste de bières qu'on aimerait brasser. Puis quand une occasion se présente, justement, il y a un manque à combler sur la ligne des bières houblonnées, mais on se dit, ben tiens, ça fait longtemps qu'on jase d'une Black IPA, pourquoi pas y aller, tout simplement. Fait qu'une fois que ça c'est établi, le processus commence avec une discussion. On se demande comment qu'on veut la faire, cette bière-là, qu'est-ce qu'on veut qu'il ressorte. Tout style ou tout hors style a des clés pour sa réussite, mais il y en a certaines qui nous importent plus que d'autres. T'sais, si on parle du profil maltais dans une bitter, est-ce que c'est ça qu'on veut qu'il ressorte ou on veut voir plus d'amertume? Nous, qu'est-ce qu'on aime boire dans chaque style? Ouais, c'est ça. On commence par aussi se demander, toi, Philippe, c'est comme qu'est-ce que tu entends quand tu penses à une bitter? Qu'est-ce que ça goûte? T'sais? Est-ce que c'est assez sec? Est-ce que c'est fort en alcool? Qu'est-ce que... On essaie de cerner tout de suite les cibles, finalement, de ce qui va être la bière finale. C'est comme un processus à l'inverse. On imagine la finalité pour commencer, en fait. Puis, évidemment, même si c'est des styles qu'on a déjà faits ou des styles qu'on connaît très bien, on fait quand même de la recherche. On retourne voir la documentation qu'on a dessus. On cherche sur des blogs, on cherche on va voir le BJCP, on retourne dans toute notre littérature de Brewers Publication, dans notre belle grosse bibliothèque. S'il y a des points plus critiques, on recherche de façon plus approfondie. Ceci, c'est juste pour dire que c'est pas vrai que tu es brasseur pendant 10 ans puis que ta recette, tu vas la sortir du haut de ta tête. C'est sûr qu'on se réfère toujours à des ouvrages. Oui, cette étape-là se passe un peu chacun chez soi. On lit sur les styles, on lit sur toutes sortes de procédés qu'il pourrait y avoir dans cette fabrication-là. Puis c'est là où les messages Facebook fusent de toutes parts. « Hey, va donc lire ça, check, j'ai vu ça ici, pensez qu'on devrait en tenir compte, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis quand on sent qu'on a fait le tour de la question, on s'assoit ensemble puis on commence vraiment à rédiger la recette à ce moment-là. C'est ça. Rendu là, on est sur un chiffon sur le coin du bord avec un crayon. On pense à ce qu'on veut viser comme target. On parle d'atténuation, on parle d'ABV, on parle de SARM, d'amertume, de profil en général. Est-ce qu'on veut un équilibre plus maltais, plus amer? Qu'est-ce qu'on veut qu'il ressorte? Ça, c'est toutes des affaires qu'on va noter sur un bout de papier. Puis, quand on va bâtir la recette comme on va faire dans 2 secondes, on va se référer à ça pour pas, évidemment, oublier ce qu'on s'était dit avant. Exact. Je crois qu'on pourrait commencer à regarder notre fiche. Ouais. Fait que là, elle est vierge. Puis on pensait justement la construire avec vous autres. Nous, on n'utilise pas Beersmith, on n'utilise pas ProMash.
on s'est construit un document qui fait la même job que Beersmith, mais auquel on a confiance parce qu'on l'a construit nous-mêmes, finalement. Fait que la première étape, ça serait de construire notre grain bill. Évidemment, quand je dis la première étape, c'est quelque chose qu'on fait tout au long du processus, mais cette fois-ci, on ne va pas y revenir avec des petits changements, on va juste y aller. Fait que, pour une bitter. Pour une bitter, ben, comme pour toutes les bières, on commence à parler du grain de base. On a quelques options en tête, on se dit laquelle serait la plus appropriée, puis évidemment qu'après avoir lu là-dessus, on a déjà cerné pas mal lequel serait notre grain de base, mais de façon générale, on y va aussi avec ce qui nous tente vraiment. Fait que dans le cas d'une bitter, ça va être le Maris Otter, c'est sûr et certain. Puis on commence par se mettre, c'est ça, une target de poids approximatif, sachant que on va produire une batch finale de 400 litres, puis que c'est à peu près là-dessus qu'on s'enligne. Fait que c'est ça. Dans le fond, on regarde nos pourcentages de grains. Grain de base est établi, évidemment, ça varie énormément selon le style qu'on fait. Dans une bitter, nous, on voyait évidemment du caramel puis du malt ambré. Puis on s'est dit, keep it simple, stupid, là. Dans des styles comme ça, on aime beaucoup pas être trop flyé, pas se dire « Ah, ben là, on pourrait peut-être rajouter du spécial B, ça va peut-être être quelque chose de funky. » Des fois, la simplicité a juste raison. Fait que dans ce cas-ci, on parle de Amber qui va évidemment nous apporter notre petite noisette classique de bitter. Puis, on est allé avec un caramel mid-range. Je pense qu'on a du 65 là-dedans. Pour, encore une fois, juste une question d'équilibre. On ne voulait pas aller chercher le petit goût de toffee trop simple que, anyway, on va aller chercher avec un peu de grain de base un petit peu plus heft. Puis, on ne voulait pas non plus aller chercher des fruits confits. Ça n'a pas rapport pour nous autres. Fait qu'une fois rendu là, on gosse avec nos pourcentages pour trouver l'équilibre qu'on croit être le bon. Puis, ben, ça tombe bien, tu l'as eu direct en partant. Ça dépend. Des fois, on essaie des choses. On se dit, ouais, qu'est-ce que ça donnerait avec un 80, est-ce qu'on va changer vraiment la couleur? Parce qu'on s'entend qu'avec une bitter, on a aussi on a des targets un beau petit orangé qui nous est donné ici par le Amber, un peu par le Cristal 65 aussi, puis ouais, ça regarde bien comme ça. 90 kilos, on sait que ça nous donnera pas non plus une bière trop sucrée, trop forte en alcool. C'est à peu près le genre de ratio qu'on aime là. C'est ça. À ce point-là, on se base plus sur des données empiriques. On sait que, bon, à peu près à tant de kilos, on va arriver avec un OG de temps. C'est sûr que ça, c'est une job que c'est différent pour tout le monde. Là, on a l'air de faire ça un petit peu au hasard, mais les calculs d'ABV et d'OG arrivent plus tard. Puis c'est là qu'on va revenir en arrière, s'ajuster pour arriver là où on veut. Fait qu'avec un beau grain bill semi-établi, on passe à nos données de volume. Alors, on sait que notre kettle, suivi des fermenteurs, avec 575 litres dans le kettle, on va arriver à notre volume final idéal. Fait que c'est pas mal un chiffre standard pour nous autres, à moins qu'on pense faire des ajouts au kettle. Si on se dit, hey, on va rajouter 20 litres de mou de raisin, bien, il faut qu'il y ait en quelque part ce mou de raisin-là. Fait qu'on va couper là-dessus. C'est pour ça que c'est une variable. Mais c'est pas mal tout le temps 575 litres. C'est ça. Dans le cas de la bitter, comme on n'ira pas ajouter justement un 20 litres de mou de vin rouge ou un 10 kg de dextrose, ou comme il n'y aura aucun ajout, avec 575 pre-boil, on le sait que suivant toutes les étapes jusqu'à la mise en fût, ben, on va obtenir 400 litres, soit 8 barils de 50 litres, puis c'est pas mal ça la cible qu'on vise pour chacun de nos brassins. L'efficacité, ça c'est une des données les plus importantes pour arriver sur tes targets. C'est malheureusement une variable. Ça dépend, on va ballparker la plupart du temps, mais on va toujours la recalculer après chaque brasse pour essayer de trouver où notre moyenne. Malheureusement, ça dépend
souvent du grain bill aussi. Fait que des bières qu'on pack le mash tun au plus haut qu'on peut, ben on va perdre un peu d'efficacité. Puis des bières comme la bitter, qu'on a la possibilité de faire un mash-out, des affaires de même, qu'on va voir un petit peu plus loin, ben notre efficacité va être un petit peu plus élevée. En ce moment, en moyenne, sur tout et partout, pour un système professionnel, vous allez trouver ça pas mal bas, puis c'est vrai. On était à peu près à 77,5. Des fois, on top le 80, puis mettons, si on parle de la Café Rico, ben je suis tombé à 70, t'sais, parce que mon mash tun, il est plein, puis ça fait des motons. Ça ressemble à ça. Moi, c'est une donnée que je vous conseille réellement de suivre puis de documenter, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous arrivez on point sur la plupart de vos données. Beersmith, il ne va pas te le dire c'est quoi. Excellent. Ben, il va te le dire après. Il te le dira pas avant. Dans le fond, c'est ça, c'est que c'est une donnée que tu cumules à force. Tu sais, c'est du data que tu accumules, puis tu fais une moyenne, puis il faut vraiment que tu répliques les brasses et les brasses et les brasses. Puis même à ça, les brasses, la même brasse, tu comprends? Plus d'une fois, plus d'une fois, plus d'une fois, en essayant de garder le plus de variables pareilles là, d'une brasse à l'autre. Ben, limiter les changements finalement. Là. Puis, tu sais, le 77.5, il sort vraiment du fait que c'est la troisième bitter qu'on fait, puis le grain bill a à peu près pas changé à chaque fois. Fait qu'on est pas mal certain de cette donnée-là. On est assez jeune encore, fait qu'on a 50 brasses sous la ceinture, ce qui n'est pas énorme comme triage de données, mais on commence à être pas mal on target. Après ça, quelque chose d'assez simple, on passe à nos volumes d'eau. Surtout pour le mash. Donc, nous, on préconise un ratio de 2,5 kg de grains, litres d'eau par kilo de grains. Puis la raison est bien simple. Avec des tests, on a réalisé que c'était notre meilleure efficacité qui en ressortait. Aussi, ça nous permet de remplir le mash tun un petit peu plus quand on veut faire des bières un peu plus fortes. Et c'est comme on n'a pas de râteau, c'est plus facile à brasser manuellement. C'est une consistance de gruau qui donne pas trop chaud, puis ça se fait juste assez bien. On a essayé de machine une couple de fois en bas de 2, puis c'est pas le fun. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Bon, température, j'imagine que vous le savez tous, ça a une grosse implication sur notre profil final. C'est une donnée qu'on va rentrer ici juste parce qu'on en a besoin pour faire nos calculs, mais c'est une considération à laquelle on a déjà pensé sur notre napkin au bout du comptoir, et aussi qu'on va revoir rendu au moment de penser à notre profil de fermentation. Dans ce cas-ci, c'est une bière qui est quand même assez maltée, mais légère, fait qu'on a besoin de compenser avec du sucre résiduel. Fait qu'on va mâcher plutôt bas. On mâche relativement haut là-dedans, me semble. Genre 68? 68. 68. Fait que, comme la plupart de vous savez, plus tu mâches haut dans le range acceptable, plus tu vas avoir, moins tu vas avoir de sucre fermenté cible, puis plus tu vas avoir de sucre résiduel qui va contribuer au corps. Si on se met à mâcher à 62 pendant 2 heures, ben on va avoir converti à peu près tout ce qu'on peut, puis on va avoir une bière bien sèche. Comme si on fait une double IPA, ben on va viser la sécheresse, la plupart du temps. C'est ça. Suite à ça, on évalue la possibilité de faire un mash-out. Parce que si c'est possible de le faire, autant chez vous qu'ici, dépendamment de la taille de votre système, moi, je conseille de le faire. Premièrement, tu as 2 très bonnes raisons de le faire. 1, ça verrouille ton profil que tu t'étais décrété au début. C'est-à-dire, bon, premièrement, un mash-out, qu'est-ce que c'est? C'est de chauffer ton mash tun, ton mash à une température à 75 et plus pour dénaturer tes enzymes pour qu'ils cessent de travailler. Fait que si tu fais ton mash-out après 60 minutes, le profil que tu avais anticipé va à peu près être le même. Si par contre, t'en fais pas,
puis là, tu soutires, puis tu asperges pendant 90 minutes, bien, ça ne veut pas dire que les enzymes vont arrêter de travailler pendant ce temps-là. Fait que tu vas peut-être arriver avec quelque chose un petit peu plus sec que tu voulais. Donc, je conseille de le faire pour ça. L'autre raison, c'est que ça facilite énormément le soutirage. Quand tu passes de 62 degrés Celsius à 75-76, tu diminues ta viscosité, puis le soutirage se fait comme un charme. Oui, tout à fait. Dans ce cas-ci, on a assez de place pour le faire. Si on fait une smash, mettons, qu'on met un gros 125 kg de grains, c'est impossible qu'avec de l'eau chaude, on est capable de monter notre température à assez haut. Une question? Oui. Par rapport à ça, le marchand va prendre une partie de la quantité d'eau qui serait nécessaire pour sparger. Absolument. Depuis le début, on entend parler qu'un sparge, là, c'est vraiment très important. À ce moment-là, étant donné qu'il m'en reste moins, est-ce que ça va... C'est mieux qu'il t'en reste moins, en fait. Ah oui? Le moins t'en reste, le moins tu vas aller chercher des tanins, moins tu vas leacher ton grain. Fait que plus tu as d'eau dans ton mash, au moment de commencer le soutirage, mieux c'est. À moins que tu veuilles des tanins. Genre, si tu fais un lambic, va chercher tes tanins. On poursuit. Fait que c'est ça. Dans le fond, comme tu vas voir, c'est assez dynamique. Là, on se dit oui, mash out. Et nos volumes de sparge vont être calculés en fonction de toute l'eau qu'on a rajoutée au mash out, considérant le volume final visé. J'ai ajouté un 25 de false bottom, mais c'est juste parce qu'on l'avait effacé pour que la fiche soit vierge au départ. Mais c'est simplement qu'on sait que le faux fond du mash tun, ça prend 25 litres pour l'atteindre. Fait que ce 25 litres-là va venir se déduire du reste des ajouts. Ouais, nous, on le compte pas dans notre ratio. Tu peux le compter, tu peux ne pas le compter. On va, je vais dire comme Mathieu, on va regarder les questions pour plus tard. J'ai oublié en répondant, mais on va les garder pour la troisième ronde parce qu'on a juste 25 minutes pour faire ça. Oui. OK. Ça ressemble à notre profil d'eau. Là, tu as... Qu'est-ce qu'on veut ici? On a-tu effacé des formules? Non, j'ai pas effacé de formule. OK. Bref. En quelque part là-dedans, notre volume de sparge est censé apparaître. Ouais, on veut 100 litres. On veut 100 litres de sparge, mais c'est pas quelque chose qu'on va calculer. C'est vraiment Excel qu'on a rentré les formules qu'on voulait pour arriver sur notre target. Puis généralement, à la fin du soutirage, on frappe notre 5,75, puis il nous reste à peu près 5 litres achetés à terre. Fait que c'est quelque chose qui... Over-sparger, c'est pas quelque chose que tu veux faire, puis nous, on est à peu près flush, fait qu'on est bien content avec ce résultat-là. En fait, c'est le mash-out qui est de 100 litres. Oui, mais c'est pas grave, on va passer. OK. Autre donnée très importante à enregistrer pour tout le monde qui brasse, ça se trouve à être ton taux d'évaporation. C'est quelque chose d'encore une fois variable. Ça peut varier selon la recette, la densité que tu as dans ton kettle. Ça peut varier selon le temps de l'année que tu fais ta bière, la pression atmosphérique. Ça peut changer beaucoup. Nous, la ville nous a empêchés de ventiler au toit. Ça nous a imposé d'avoir ce qui s'appelle un condensateur. Fait que toute la vapeur qu'on produit s'en va dans un tuyau qu'on asperge d'eau froide pour tirer la vapeur, puis il est condensé, puis s'en va dans le drain. Ça marche, ish. Malheureusement, ça nous descend notre évaporation à peu près à 4% par heure, ce qui est beaucoup plus bas que ce que vous voyez à la maison. À la maison, vous voyez beaucoup plus haut que ce qu'on voit généralement dans l'industrie, là, mais nous, on est bas même pour l'industrie. On vit avec. Ça implique que des fois, on va bouillir un petit peu plus longtemps, même si c'est pas ce qu'on voudrait. On va essayer d'éliminer du DMS. Dans ce cas-ci, on va quand même bouillir 60 minutes. Puis notre on disait 4,15. 4,15 qu'on est à peu près en ce moment. Puis ça n'a pas d'impact négatif. 60 minutes, c'est par heure, ça. Ça a plus de sens. Oui. Puis à partir de ce moment-là, ben là, on est capable de prédire notre post-boil gravity ou notre OG, si vous voulez. Même chose. Bien simple. OK.
Puis là, on est rendu à l'atténuation. L'atténuation pour... Ça nous amène à parler de la levure qu'on va utiliser, en fait. Puis peut-être vous avez l'idée qu'on va avoir un grand laboratoire avec une panoplie de levures qui sont bien appropriées pour chacun des styles, mais dans la réalité du milieu, ce qui se passe, c'est qu'on a, ici au Bas-du-Hell du moins, 2 levures très versatiles qu'on utilise souvent. Une américaine puis une anglaise. Pour l'américaine, on prend la US 05 puis l'anglaise, la S04. Puis après ça, on va avoir certainement des levures de spécialité. Là, on va avoir une Weizen, c'est sûr, une Saison. On va avoir une Saccharomyces, Bruxellensis 3. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais c'est ça. Fait que pour la bitter, la discussion n'est pas tellement longue. On sait qu'on va y aller pour la levure anglaise parce que c'est une levure qui va nous donner juste assez d'atténuation, qui va mettre de l'avant des esters fruités typiques des bières anglaises qu'on va vouloir avoir dans la bitter, qui peut supporter un bon range de taux d'alcool, un bon range de pH aussi. On sait qu'on n'aura pas de problème à utiliser ça. L'idée, c'est que, tu sais, à la maison, c'est assez simple. Tu fais un starter d'1 litre, puis tu pitches ta fiole là-dedans, puis t'as pas besoin de réutiliser ta levure. C'est pas une considération économique très importante. Plus tu grossis, puis nous on est très petits, fait que on a encore le loisir de s'amuser le plus qu'on peut, mais dans la réalité des choses, pitcher une nouvelle levure à chaque brassin que tu fais, c'est pas viable. Fait qu'on a choisi nos levures en fonction justement de leur versatilité puis le nombre de styles que ça peut produire. Fait que oui, quand on bâtit une bière avec un profil plus américain ou un profil plus anglais, on le fait en pensant à ce que cette levure-là peut nous donner en bout de ligne. Puis comme Martin disait, oui, c'est sûr qu'on ne va pas faire une WIT avec la S04. Je veux dire, à peu près 50% de nos bières sont faites avec ces 2 levures-là, puis l'autre 50%, c'est là qu'on s'amuse. Exact. Fait que pour l'atténuation apparente, le AA qui est ici, quand on va sur le web puis qu'on regarde pour l'atténuation de la S04, on obtiendrait 75%. C'est la donnée avec laquelle on a commencé, mais comme on se disait, on a déjà brassé la bitter une couple de fois, puis dans nos conditions à nous ici, on obtient plutôt un 77,5 ici en atténuation. Fait qu'on va accélérer le pas un petit peu. C'est ça, on arrive avec un 77,5 par donnée empirique, puis ça nous a toujours surpris parce que justement, on mâche réellement sur le high range, puis notre atténuation se retrouve à être sur le high range aussi, ce qui est pas normal, mais à un moment donné, il faut juste se fier à ses yeux, puis c'est ça qu'on a. Fait que, si on poursuit, on a facilement accessible notre SARM. C'est pas quelque chose on peut pas aller gosser dedans. Si on veut jouer avec, on va retourner à l'accord de départ, ajuster ça, le baisser, le monter. Malheureusement, ça a une implication sur tout ce qu'on vient de faire. Fait qu'on recommence pas de zéro, mais on rejoue à partir de zéro. C'est pour ça que c'est vraiment pas un procédé linéaire. Dans ce cas-ci, ouais, ça arrive à peu près à 12,4. Ça ressemble à ça, 12,4. Oui, ça ressemble à ça. Puis, en fait, c'est ça, c'est que là, on regarde notre SRM, puis si on voulait vraiment le changer, on irait changer les quantités qu'on a mis au départ ici, sachant qu'à chaque grain est associé finalement un degré là, de Lovibon, un degré de couleur. Puis, le SRM va plutôt nous servir ici, en fait. Oui. Dans cette feuille de... C'est les sels et la prédiction du pH du mash, c'est sûrement la partie la plus intense en calcul dans le brassage. C'est pas nécessairement la partie la plus compliquée, mais calcul, ça prend un degré en chimie. Puis c'est la SARM. Nous, on a choisi de se baser sur la SARM pour prédire notre pH du mash. Il y a beaucoup de feuilles que vous pouvez utiliser, la feuille de Palmer, la feuille de Brookhiser, Brew & Water, tout ça. Nous, on a choisi de partir de notre SARM. Il y en a d'autres qui partent d'une autre donnée pour arriver essentiellement au même résultat. Mais nous, c'est ce qui est le plus pertinent pour nous autres. C'est une feuille qu'on a construite basée sur des calculs vraiment trop compliqués pour ce petit cours-ci. Mais en bout de ligne, ce qu'il faut savoir avec ça, c'est qu'il y a 2 objectifs à traiter son eau principaux. Le premier étant d'avoir un pH de mash convenable et le deuxième, c'est l'impact organoleptique que ça va avoir sur ton produit fini.
Les sels que tu rajoutes ne vont pas nécessairement réellement goûter quelque chose, mais ils vont amplifier des choses. On parle ici de les sulfates versus les chlorures qui vont soit amplifier la perception de l'amertume ou amplifier ta texture et le malt. Le mouthfeel. Le mouthfeel. Et évidemment, quand on parle d'ajouter des acides, ça a un impact aussi gustatif. Si on parle d'ajouter du magnésium, ça l'amplifie ta perception de l'acidité. Il y a plein de choses à considérer là, mais le premier, c'est réellement d'aller chercher un bon niveau de calcium puis de s'assurer que son pH tombe généralement entre 5.2 et 5.6. Puis après ça, t'es golden. Voilà. Fait que les ajouts de sel vont venir finalement nous permettre de compenser le pH estimé par le SRM qui nous a été donné dans la feuille juste avant. Fait que dépendamment, justement, en prenant en considération aussi le ratio qu'on va avoir en sulfate puis chlorure, cette étape-là, on y va un peu à tâtons. On joue avec les sels qu'on a ici, en quantité, pour essayer de respecter les ranges de chacun d'eux dans cette section-là, puis d'essayer d'obtenir une projection de pH qui arrive entre 5.2 et 5.6, juste ici. Fait que là, comme on voit dans le cas de la bitter, son SRM nous permet déjà d'arriver à un bon pH. Reste à ajuster son profil olfactif. Je pense pas qu'on va le faire, mais dans le cas de la bitter, étant nous, ce qu'on aime dans une bitter, c'est son mouthfeel. On aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, ça aurait été parfaitement dans le style. On s'entend que si on parle de bière anglaise, on parle d'eau très dure, très forte en calcium et en sulfate, ce qui va généralement amplifier l'amertume, des fois de façon désagréable. Nous, on a opté pour l'autre route, c'est-à-dire on va aller amplifier le malt puis le mouthfeel, on va laisser les sulfates tranquilles puis on va booster les chlorures. C'est une décision qu'on a prise quand on se demandait qu'est-ce qu'on aime dans une bitter. Puis une petite note pour les brasseurs maison dans la pièce. En fait, si vous vous demandez d'où viennent ces chiffres-là qui sont les chiffres qu'on obtient avant les ajouts, c'est qu'en fait, c'est carrément le profil d'eau de base de la ville de Montréal qui se trouve ici, qui se trouve sur le site de la ville. Le rapport le plus récent, c'est 2016. Puis s'il y en a d'entre vous qui utilisez Beersmith, vous savez que c'est un système qui est crowdsourced, c'est-à-dire que vous pouvez créer du matériel, le rendre public sur Beersmith, puis il y a un profil d'eau qui a été créé Montréal, si jamais vous voulez partir de ça comme base water plutôt que de target water. Vous l'utilisez un peu comme vous voulez, mais ces chiffres-là sont rentrés dans Beersmith maintenant, fait que vous pouvez vous en servir. OK, on va continuer. Avec, finalement, on se retrouve à faire notre cédule de houblonnage. Évidemment, une des considérations à avoir quand on parle de houblon, c'est notre IBU final. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme amertume? Et quand on parle d'amertume, on parle de plusieurs types d'amertume. Il y a pas, quand on sélectionne un houblon amérisant, il ne donne pas tout le même résultat si tu arrives au même IBU. Il y a des houblons qui sont beaucoup plus harsh, des houblons qui sont beaucoup plus doux, des houblons qui sont beaucoup plus sharp. Dans le cas de la bitter, on est allé avec un petit peu un équilibre. On n'est pas avec l'amertume la plus douce possible. On est allé entre les deux. On est allé avec du Nugget. Du Northern Brewer. Oh, excusez. C'est avec du Northern Brewer qui a une amertume qui tend un petit peu vers la sécheresse sans être agressif. Exact. Il y a un bon taux d'acide alpha, fait qu'on va l'utiliser en amérisant. Cette discussion-là a déjà eu lieu sur le chiffon du coin du bar au début, pour se donner des idées. Puis ça part aussi de qu'est-ce qu'on a sous la main, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut commander. Puis évidemment, on essaie d'y aller un peu dans le respect du style, de se dire on va utiliser des houblons anglais dans une bière anglaise, mais pas nécessairement parce que, comme Philippe le disait, c'est vraiment dans qu'est-ce qui va goûter le houblon. T'sais, comme ici, le Northern Brewer, c'est un houblon américain, mais on l'utilise dans une bière anglaise parce qu'il va nous donner un profil d'amertume qui fait penser au profil anglais, tout simplement. Ce ne sera pas le classique américain comme on aime les non, c'est ça. C'est les archétypes. Il n'y a pas un Cole Mullen dans le tapis qui va goûter le pipi de chat. Ou, ça allait chercher un peu ce qu'on voulait, finalement. OK, après ça, l'IBU est déterminé.
à peu près, parce que c'est sûr que les ajouts même en aromatique vont contribuer. Puis la discussion de l'aromatique, c'est un peu la même chose. C'est que quel genre d'aroma tu veux apporter, à quelle intensité tu veux que ce soit en bouche, à quelle intensité tu veux que ce soit au nez. C'est sûr que quand on parle d'une bitter, le houblon rajoute de la complexité, mais c'est pas nécessairement quelque chose que tu veux en premier plan. Puis tu veux pas non plus quelque chose, tu veux pas mettre un citron là-dedans, tu veux pas mettre quelque chose qui prend toute la place. On y va avec du East Kent, qui est personnellement mon houblon anglais préféré. Je capote dessus. C'est classique. Ça se marie bien à peu près à tous les styles anglais. Exact, c'est ça. Il est super bon. Il y a un bon petit côté comme oolong, un peu terreux. Il n'est pas vraiment sur le fruit du tout. Puis c'est comme pour le grain bill. On a dit au début « keep it simple » pour l'unbitter. Puis ça va être la même chose pour les houblons, dans le sens où on n'ira pas créer une salade de houblon à pu finir pour une bière dont l'accent n'est pas sur le houblon de toute manière. Il est là pour appuyer l'équilibre maltais plus que pour autre chose. Fait qu'au final, on va y aller avec des bons produits, des houblons qu'on aime, avec parcimonie, puis on n'ira pas non plus dans le flamboyant. Là, on va commencer à manquer de temps. Fait qu'on va arriver vite à la conclusion. Mais avant d'en arriver là, je vais m'arranger. Martin et moi, on va remplir tout ça. On va imprimer ça en PDF. On va envoyer ça à Mathieu. Il va tout vous redistribuer. Autant de qu'on l'air les feuilles de calcul, juste pour voir les ajouts qu'on a faits. Et il va vous envoyer aussi la fiche finale avec toute cette information-là rentrée. C'est surtout un bon exemple. Je vous dis pas, faites cette fiche-là, sinon la bière sera pas bonne. C'est juste un exemple de voir tout ce que nous, on contrôle ici, toutes les mesures qu'on prend. Il y a une pertinence derrière chacune. Vous allez peut-être choisir de ne pas toutes les suivre, mais c'est quand même des idées de se dire « Ah, ça, je le check pas, je pourrais peut-être le checker, ça va me donner quelque chose que je savais pas. La prochaine fois, je vais voir, je vais comparer. Ah, ouais, OK, je suis off. » Bon. Voilà. La fiche finit par... excuse-moi, vas-y. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, c'était pour faire un petit mot aussi sur la beauté de ce fichier Google Sheet-là. En fait, c'est que sous chaque onglet, finalement, il y a des cellules qui sont associées à la fiche finale qu'on obtient ici, puis qui finalement se met à jour. Puis c'est là qu'on va voir justement tous nos targets en haut. Ouais, ça correspond-tu? C'est à peu près ça qu'on avait en tête? Ouais, non, 0 IBU, faudrait peut-être qu'on ait regardé ça encore. Puis... faudrait, ouais. Puis tout se met à... Tout se rentre tout de suite ici, là, puis c'est ça ici que vous allez avoir à la fin. Là. Ouais, fait qu'on n'aura pas le temps de faire le tour, mais comme je dis, Mathieu, il va essayer de tout vous acheminer ça. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, sentez-vous pas mal si ça vous tente pas. Puis, je vais juste dire 2 derniers petits trucs. À la fin des feuilles, on voit qu'on a une évaluation organoleptique. C'est ce que je pense être une des choses les plus importantes, c'est-à-dire pas juste ouvrir ta bière puis se dire es-tu bonne, est pas bonne, yam, pas yam, drain pour, pas drain pour. C'est de s'asseoir puis la regarder puis se dire OK, se poser les questions que tu t'étais donné au début. Est-ce que ça atteint tel objectif? Est-ce que ça atteint tel objectif? Est-ce que l'amertume est trop intense, pas assez intense? Et où l'équilibre? Blablabla. Fait que de s'asseoir puis réellement faire cet exercice-là à chaque fois puis noter tes commentaires personnels, ça va aider à améliorer ce produit-là. C'est indéniable. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas. Et la deuxième chose, c'est à chaque fois que vous répétez une recette, de noter ce que vous changez. Et changez pas tout en même temps. Changez le grain de base, changez l'amertume, changez le profil de sel. Idéalement, si vous cherchez à apprendre, allez-y une chose à la fois. Si vous changez 14 paramètres, vous n'aurez aucune idée quel impact chaque paramètre a réellement eu. Et voilà. Puis pour faire un wrap-up rapide, finalement, ça commence par une discussion sur qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Après ça, on y va avec des lectures, beaucoup de lectures, des discussions, un brouillon sur un coin de bar, puis après ça, on rentre dans le vif du dossier où est-ce qu'on va aller ajuster tout ça dans une démarche non linéaire pour arriver à la fin aux cibles qu'on avait pensées au départ en termes de qu'est-ce qu'on veut boire, qu'est-ce qu'on veut avoir dans ce verre-là, finalement. Ça serait ça. Ça ressemble à ça?
Fait que les questions, ça va être après la petite pause. Parfait. Une petite pause de 10 minutes, puis on se revoit. Puis ça n'a pas besoin d'être des questions là-dessus. Ça peut être ce qui vous passe par la tête, sauf des choses personnelles sur ma personne. On y va pour la période de questions? Salut, moi c'est Guillaume. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais aussi partie de la BAC. J'anime les lives là, pour ceux qui m'ont déjà vu derrière vos écrans sur Facebook. C'est bel et bien moi avec la couette. Fait que, ben écoute, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir au niveau de votre parcours ce qui vous a amené à faire la transition entre brasser, mettons, où tu brassais au préalable, tu as vu un peu comment la business se passait, tu as vu c'était quoi les difficultés, puis les gains, puis ce qui était le fun, ce qui était moins le fun. Puis qu'est-ce qui vous a lancé, qu'est-ce qui t'a lancé en business de dire, moi, là, dans un milieu où il s'embrasse de la bière au Québec, où il y a une diversité, où il y a plein de monde qui font plein de belles choses, moi, je vais amener ça, puis je crois à la possibilité de pouvoir être viable, puis à pouvoir me développer, puis à pouvoir persévérer dans ce milieu-là. C'est une grosse question. J'ai toujours été quelqu'un qui aime avoir sa liberté puis ses gugus à jouer dedans, là. Mais à la base, la décision est venue du fait que je voulais avoir le contrôle sur mon avenir puis l'entreprise dans laquelle j'œuvrais. Je ne vais pas dire rien en mal du Saint-Boc, mais des fois, il y a eu des décisions un petit peu erratiques. Je gagne un très bon salaire là-bas, je gagne beaucoup moins maintenant. Mais c'est beaucoup plus rassurant de se créer son propre emploi puis de tenir les rênes. Il y a non seulement ça, mais il y avait j'avais carte blanche au niveau créatif, mais le côté image de marque ne me convenait pas du tout. Et des fois, il y avait des idées qui venaient d'en haut qui ne m'intéressaient pas du tout. Puis c'est là que mon travail devenait moins agréable. Puis je peux pas dire que j'ai pas passé un moment exceptionnel là-bas. Mais en bout de ligne, je voulais avoir le contrôle sur ma destinée. Je vais enchaîner en attendant que quelqu'un se rende au micro. Petite question, j'ai vu tantôt les feuilles de calcul sont en plateau, ils n'ont pas en gravité. Pourquoi le plateau est toujours utilisé en industrie et non pas la gravité comme nous autres, les pauvres mortels? Il y a deux raisons pour ça, puis ne sont pas toutes vraies. Il y a certains calculs qui sont beaucoup plus directs avec le degré plateau, parce que c'est essentiellement un pourcentage de sucre dans ton produit. Fait que quand on finit à 2 plateaux, on sait qu'on a 2 %. Puis il y a des calculs qui dépendent beaucoup plus de cette information-là, direct. Et deuxièmement, sur le marché, les densimètres en plateau sont déclinés en 3 échelles et donc beaucoup plus précis que le petit densimètre SG, que tout est en dedans de 3,5 pouces. Fait que les mesures sont plus précises. Allô? Philippe, dans le temps du Saint-Boc, j'ai crissement bu de ta bière parce que j'étais à l'université. Oui. Puis à un moment donné, dans un moment très gentil, tu m'as donné des trucs sur l'efficacité. Là, tu en as reparlé en plus parce que c'était comme mon obsession à l'époque, l'efficacité. Je me trouvais poche. J'avais 72 d'efficacité, je trouvais que c'était de la merde. À la maison, c'est très bon. Puis c'est ça que tu m'as dit la dernière fois, mais tu m'avais donné un truc que j'ai pas revu dans la recette que tu as faite tantôt. Tu m'avais dit, je peux des fois mettre jusqu'à 10% d'écorce de riz. Oui, on en met encore fréquemment. On a commencé en mettant beaucoup parce qu'on trouvait justement que notre efficacité de 80% dans une brasserie industrielle, entre guillemets, c'était loin du target. Finalement, ça aide. Dans certains cas, ça aide énormément, surtout, comme la plupart de vous le savez, quand il y a beaucoup de grains qui n'est pas de l'orge. Évidemment, quand on parle de blé qui ne vient pas avec une écorce, ça aide énormément. On en a quand même mis un peu partout pour aérer la densité du mash, pour réaliser que des fois, ça n'avait à peu près aucun impact. Fait qu'on en a retiré de plusieurs recettes. Puis, pas pour l'impact organoleptique,
oui, il y a possibilité d'extraire un peu de tanin de ça, c'est dans des mauvaises conditions puis tout, mais moi, personnellement, j'ai pas vu d'impact au niveau gustatif entre l'écorce de riz et pas d'écorce de riz. C'est réellement juste au niveau de l'efficacité, comme tu mentionnes, puis ça aide réellement quand tu as beaucoup de grains torréfiés ou beaucoup de céréales autres. Okay, mais là, juste parce que c'est dans le micro, je l'aurais pas dit dans le micro, mais là, juste pour que ça soit enregistré, ça m'a vraiment aidé. Moi, je me suis rendu à 82%. Oh, une bonne main d'applaudissement! Ça me... merci une petite larme. Salut les gars, merci beaucoup pour le cours. Je tiens à faire un petit aparté. C'est la fête de Simon, ici, qui est au micro. Voilà, Bonne fête, 41. Simon. Merci. Deux questions rapides. Premièrement, moi, un livre qui vous a marqué pour Dieu. Puis là, je vous ramène à vos époques de homebrewer parce que j'ai pas accès à votre équipement, mais un livre qui vous a marqué chacun, que vous faites comme ça, je le veux dans ma bibliothèque pour tout le temps. Je vais répondre pour les deux parce que je suis sûr que c'est le même. Ah, vas-y, moi. Au début, comme maintenant, comme toujours, How to Brew de John Palmer, c'est un chef-d'œuvre. C'est un ouvrage de référence facile à lire avec... T'en as autant pour le débutant que le gars qui veut s'approfondir dans les calculs puis comprendre ce qu'il fait. Je pense que c'est une bible. Puis il y a des charts sur à peu près toutes. Puis si vous êtes un peu moins Google Search, j'y retourne à chaque fois dans How to Brew. Je l'avais passé à quelqu'un qui m'y est jamais revenu. Puis j'ai été forcé de m'acheter la nouvelle édition quand elle est sortie parce que je le voulais. T'sais. J'ai perdu mon premier How to Brew aussi avec tout croche avec des cernes de bière dessus. Puis ça m'a vraiment fait de la peine. C'est bon. Puis moi, ça fait 10 ans que je brasse avec un chaudron, 2 touris puis une chaudière. Puis ça va très bien, tu sais. Mais y a-tu une pièce d'équipement de plus que je pourrais ajouter à mon arsenal? Juste un que vous faites ça fait vraiment... Bien, c'est sûr, j'ai thermomètre, densimètre, tout ça, là, mais une pièce d'équipement que vous faites ça fait la différence sur mon résultat. Moi, je pense que c'est la première chose, puis malheureusement, ce n'est pas la moins chère, c'est avoir un contrôle de température au niveau de la fermentation. OK, tu parles du fridge? Du fridge avec soit un Johnson ou une température réglable et précise. C'est une grosse différence. Dans la catégorie, tu veux avoir le plus de suivi puis améliorer tes brassins d'une fois à l'autre, un pH mètre, moi j'en ai un qui m'a coûté 30$ puis fait bien le travail. Puis dans la catégorie, tu veux te sauver des heures de travail et des efforts, un plate chiller, c'est merveilleux. OK, c'est bon. Au lieu d'un remplir sa baignoire de glace, je l'ai fait, mais le plate chiller, ça prend 20 minutes, puis c'est vraiment le fun. OK, good, merci. Puis ça, en passant, c'est ma deuxième. J'avais le goût, après la première, d'en prendre une autre. Fait que merci les boys. Merci à toi. Merci. Oh, on a notre caméraman qui passe derrière le micro. Fait que bougez pas, là, faut pas que... vous avez parlé des mâles, vous avez parlé des houblons, vous avez parlé des levures, mais dans des bières, vous incorporez des ingrédients externes, des épices, des fruits. C'est quoi votre démarche pour expérimenter? Faites-vous des infusions? Faites-vous... On fait pas mal de tout, en fait, dépendamment de l'ingrédient et de la bière. Il y a des ajouts se font pas mal partout. Si on parle de purée de fruits, on va souvent rajouter ça au high rosin. Si on parle de certaines épices qui sont peu astringentes, on va les rajouter au boil. Si on parle mettons, la stout impériale mexicaine, on a fait une infusion, puis c'était beaucoup d'essais-erreurs. Ouais, c'est ça. Puis ça dépend, c'est ça, de quel est l'ingrédient, puis à quel moment, tu sais. Quand la fermentation est pas mal terminée, puis qu'on veut ajouter des choses, comme par exemple dans notre wheat, on ajoute du zeste d'orange, par exemple, lorsque la fermentation est pas mal complétée, pour être certain de ne pas venir y ajouter quoi que ce soit qui aurait un impact bactérien ou peu importe, un effet indésirable. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les infuser dans de l'alcool. On a un alcool neutre de 40% global, SAQ, qu'on va juste soak notre ajout là-dedans. Ça va l'aseptiser du même coup, extraire les arômes, puis après ça, c'est safe de pitcher ça dedans.
Sinon, quand c'est début de fermentation, ça dépend. T'sais, comme par exemple dans la bière aux cerises, c'est début de fermentation, puis c'est de la purée de cerises qui n'a pas été traitée plus qu'il faut parce qu'au moment justement où la fermentation est à son pic, il y a peu de risques, puis on voulait pas non plus cuire ces ingrédients-là. Puis c'est pas une clean beer non plus. Là. On s'entend, là, ça s'en va dans un bain de lactobacille. Ouais. Puis si on regarde, mettons, la Café Rico que Martin boit à l'instant, nous, on met la grande majorité du café, puis vous pouvez pas me dire que ça goûte pas le café, au mash. On trouve que ça soutire beaucoup moins du bitterness âcre du café, tout en infusant un goût très clair, très net. On en rajoute un petit peu en dry up, si on veut, là, en dry café. Puis on est super content avec le résultat. Moulu ou pas le café? Coarse. Vraiment gros morceau. Là. Moulu coarse. Moulu coarse, ouais. Donc vous le passez vraiment au moulin? Mouture bottom, là. Mouture bottom, OK. Ouais. Puis pour un autre suggestion de livre, Brasser à la maison, qui fait un vraiment bel éventail de tout ce qui est possible d'ajouter en termes de fruits, épices, name it, franchement, même les champignons, ils passent là-dedans. Radical Brewing, c'est basic. Randy Mosher, hein, je pense. Randy Mosher, exactement. C'est basic, mais il est vraiment large dans où est-ce qu'il ratisse, puis de tous les ingrédients qu'il peut ajouter. Puis ça donne un bel insight, puis souvent des belles inspirations aussi. Après, dépendamment de votre paranoïa, vous pouvez tout soaker dans l'alcool, ça le fait. Moi aussi, j'ai un livre à rajouter qui peut être surprenant. Ça s'appelle Brewing Classic Styles de Jamil avec John. Puis c'est étonnamment un ouvrage qui est basé sur brasser avec de l'extrait, mais il y a toujours un paragraphe à chaque page que je relis à chaque fois que je fais une nouvelle bière, qui c'est les clés de réussir tel ou tel style. Jamil, il y a une plume qui réussit à juste rentrer ce qu'il y a d'important dans la tête, puis de suivre. Puis c'est pas un livre qui va te montrer comment devenir un meilleur brasseur, mais ça va te montrer qu'est-ce qu'il y a d'important. Je vais faire un aparté là-dessus. On donne le 28 avril prochain une formation brassée selon les styles et je me suis grandement inspiré de ce livre-là, justement, pour monter la formation. Ça, Jamil connaît les BCJP sur ce BJCP sur le bout de ses doigts, pas comme moi. Puis c'est un gars qui a gagné une médaille dans toutes les catégories. Exact, c'est ça. Puis c'est bien vulgarisé, puis c'est ça. En plus, c'est tout adapté pour des brassées maison. C'est-à-dire que ça va être déjà en 20 litres la plupart du temps. Puis t'as une version all grain, une version avec partial mash ou juste extrait. Puis c'est franchement un bel ouvrage aussi. Je pense qu'il est 12$ en plus. Ça vaut la peine. Est-ce qu'on a d'autres questions? Soyez pas gênés. Désolé, mais après ça, j'arrête. On filme pas en passant le micro, hein? Fait que si avec comme. On filme le micro. Oups! Autre question, parce que vous faites les deux, hein? Vous faites du, comme tu sais, mettons, des levures Saccharomyces, puis vous faites du Bruxelles en 6, en tout cas du Brett, puis tout. Ben, pour un brasseur maison, parce que c'est sûr que là, vous autres, vous avez comme des affaires du futur pour nous autres, mais moi, j'ose pas me lancer dans ça parce que j'ai peur de tout contaminer. Mais si je voulais me lancer dans ça, genre, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil pour passer d'un à l'autre, là, je veux dire? Garde ton vieux stock. C'est-à-dire, quand tu remplaces un morceau d'équipement, garde le vieux puis utilise-les pour faire du wild. Tu as un vieux tuyau tout amoché, tu le remplaces, tu gardes ce tuyau de transfert-là juste pour tes bières sauvages. Sinon, ben, c'est sûr que éviter le plastique le plus possible. Une chaudière en plastique qui se graphine, c'est un beau spot d'inoculation. Nous, on est stainless à peu près d'un bout à l'autre, puis on lave. On a des façons de laver aussi un petit peu plus intenses et dangereuses, là. Mais évidemment, être propre, j'imagine que tu le sais, mais tu peux jamais trop laver. Ouais, sois parano, double lave tout, puis fais-toi confiance. Essaye-le. Tu risques fortement de pas contaminer tes choses.
J'avais eu l'opportunité de visiter justement la brasserie à l'ouverture, puis c'est un endroit qui est tout à fait formidable. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le faire, c'est un très, très, très bel endroit. Vous pouvez venir suivre notre formation de brassage. Elle se fait en partie dans la brasserie directement. Maintenant que vous avez eu l'opportunité de l'utiliser, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez à votre installation, des choses que vous pensez qui pourraient être mieux? Martin, il changerait le boyau d'arrosage de place. C'est des détails, tu sais. Mais non, somme toute, ben, c'est sûr qu'un système de cette taille-là, tu le test drive pas vraiment avant de l'acheter. Là. On s'entend, là, tu t'en vas pas sur place, puis il n'y a pas de clignotant. Tu es pogné avec ce que tu as. Mais en gros, c'est un système qui est très bien fait comparativement à ce que j'avais à l'époque. Qui était un système qui avait déjà 15 ans d'âge, v'là 15 ans, puis qui est bien, mais qui est quand même pas fait de façon ergonomique. Ça, c'est un kit de la même taille qui prend une fraction de l'espace, puis tout est accessible. Fait que de ce côté-là, non. La manière que les choses sont placées non plus. Il y a certains choix de matériaux peut-être qu'on changerait. Il y a certaines valves qu'on n'a pas achetées qu'on aurait dû, mais somme toute, on est satisfait du résultat. Fait que la rame, elle va toujours bien, ça, c'est un... La rame va toujours bien, mais elle s'effiloche un petit peu, là. J'aime pas... l'histoire, c'est que j'aime pas les rames en stainless. Je trouve que ça gratte le mash tun, puis ça laisse des marques, puis ça m'énerve. Fait que j'ai une rame en polymère, food grade, whatever. Là. Puis aux températures de mâche, ben, elle ramollit un petit peu. Puis ça les filoche un petit peu. Fait que là, je commence à regretter mon choix, oui, t'as raison. Mais sinon, belle, par exemple. Côté organisation dans l'espace aussi, il faut mentionner que Philippe au Saint-Boc travaillait dans une brasserie plutôt exiguë. Il n'aurait pas fallu qu'il pèse plus que ça, parce qu'il fallait souvent passer comme ça entre les objets, puis transférer les bières par le plafond dans la salle des fermenteurs qui était ailleurs. Puis, fait que c'est sûr que là, en ayant autant d'espace qu'il y en a là, puis en ayant travaillé aussi longtemps qu'il l'a fait dans un système qui était peu ergonomique. Maintenant, il peut prendre du poids, c'est ça? Ben, il peut prendre du poids autant qu'il en veut. Je travaille là-dessus. Ben, franchement, là... N'importe qui ici pourrait brasser, là. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y avait l'espace, il y avait l'expérience, puis il a bien disposé les objets. Il y a juste le boyau d'arrosage, franchement, qui... C'est une joke. Ben, il a raison, pardon. C'est une joke, en fait. Là. Il est assez long, le boyau. Il se rend partout. Puis pour les bières que vous brassez ici, puis pour les mêmes bières que vous faites brasser à ma brasserie, à moins que je me trompe encore. Il y a une seule bière qu'on a faite aux deux places, puis c'est la Café Rico. Puis est-ce qu'il y a des défis reliés à faire ça dans deux endroits complètement différents? Ouais. Oui, absolument. C'est jamais le même produit, même avec quelques essais. Là. Les systèmes... Puis t'as beau avoir toutes les données empiriques que tu veux, on connaît l'efficacité là-bas, on connaît l'efficacité ici. Il y a tellement de facteurs qui peuvent varier, que ce soit ton taux d'extraction d'acide alpha dans ton kettle versus il n'y a rien qui est pareil. Ça peut donner des résultats très similaires. Mais... Des très bons résultats quand même. Oui, absolument. Oui. Je veux dire, Café Rico, on l'a fait 5... Sandra, tu peux rentrer. On l'a fait 5-6 fois à ma brasserie, puis ça, c'est la première batch qu'on fait ici, puis pour moi, c'est un succès. Oui, il y a des petites différences. Je suis pas sûr que le monde va le remarquer parce qu'on en boit beaucoup plus que les autres. Là, on goûte à tout. Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de challenges de ce côté-là. Ouais. J'ai une dernière question, puis je te laisse le micro, en fait. La place des différentes... C'est pas un karaoké, hein, non, je sais, mais la place des différentes modes qui se passent au niveau de la bière, c'est quoi la pression que tu as de faire une New England IPA ou de faire des choses qui passent que tout le monde parle, puis après ça, ben ça passe, mais toi, t'en es où là-dedans? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour être satisfait de dire, ben moi, je l'ai fait aussi, puis je le fais bien? J'ai-tu le droit de sacrer? Ouais, okay. On s'en crisse un peu. On va... Puis pour vrai, c'est pas... souvent, quand il y a une mode, qu'elle ait raison d'être ou pas, là, qu'on parle du haze, là, mettons, que c'est un peu aberrant, mais qu'il y a une mode qui se crée, généralement, il y a une bonne raison puis il y a un intérêt. Fait qu'en tant que brasseur, c'est pas nécessairement la pression ressentie de la clientèle, c'est plus l'idée de faire « Ah, ben ça, c'est nouveau.
on check-tu ce qu'on est capable de faire avec ça? Il y a toujours cet attrait-là. Toujours. Fait que la plupart du temps, on va finir par le faire. Juste parce que c'est le fun. Fait que c'est pas une pression, c'est une inspiration de plus. C'est ça, c'est un désir. Puis c'est aussi, on va se l'approprier, tu sais, pour mentionner l'éléphant, là, la New England IPA, justement, tu sais. On garde encore l'idée que ce qu'on brasse ici, c'est associé à des styles plus ou moins de chaque ligne de fût, puis de qu'est-ce qu'on a envie de boire. Fait que, tu sais, pour ce qui est de la New England IPA, c'est sûr qu'il y avait une pression de clientèle qui en voulait, mais on s'est discuté de qu'est-ce que c'est pour nous la New England, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans une New England qu'on aime. Puis à partir de là, on s'est dit, ouais, finalement, c'est une IPA assez sèche, rafraîchissante, avec des houblons bien fruités. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va jongler, puis on va créer une IPA rafraîchissante. Mais on l'appellera pas New England, puis on fera pas un post pour attirer la ville en entier ici. Dans le fond, on va juste dire, c'est vrai que c'est bon, New England. On peut-tu en faire une à notre goût? Oui. Est-ce qu'on va l'appeler New England pour autant? Peut-être pas, parce que c'est pas exactement ça qu'on a créé. Puis au final, on s'est inspiré du style, on se l'a approprié. J'ai juste une petite chose à ajouter là-dessus, c'est qu'on a, on a un mantra en brasserie, là, dans notre brasserie, puis on brasse ce qu'on a envie de boire, puis ça finit là. On va pas faire une bière qui n'a aucun intérêt pour nous autres, jamais. Félicitations. Merci. Vos produits sont très bons, moi je connaissais pas vraiment ça. Est-ce que c'est disponible en épicerie? Il y a trois produits qui sont sporadiquement disponibles en épicerie, qui sont fabriqués à la coop Ma Brasserie. C'est là qu'on a commencé à brasser, en fait, avant d'avoir la brasserie sur place. Okay. Donc, on a la Café Rico qui est en canette, la West Coast IPA, puis la APA. Ils ne sont pas toujours disponibles parce que... C'est en canette? C'est en canette. OK. Ils sont roses, jaunes et noirs. La American Strong Ale est vraiment bonne. Merveilleux. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est proche d'une barley wine moins amère? Plus amère. Plus amère. Plus sèche. OK. C'est... l'inspiration de cette bière-là, ça vient de la Arrogant Bastard de Stone, qui est une brasserie de la côte ouest américaine. Puis l'idée, c'est d'aller chercher énormément de malt sans tout le sucre résiduel qui vient avec. Fait qu'elle a fini à peu près à 2 plateaux / 10 SG. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé du SG. 0.10. Pas 0.10. Tandis qu'un barley wine, c'est très lourd. Ouais, fait qu'on a été chercher tout ce que j'aime dans un barley wine, puis on a laissé de côté tout ce que j'aime pas. C'est ça que ça me rappelait quand j'ai goûté, mais... C'est un peu l'enfant d'un barley wine puis d'une double IPA américaine. T'as le corps puis le malt du barley wine en ayant la sécheresse puis l'amertume d'une double IPA. Eh bien, merci beaucoup, c'est vraiment bon. Merci à toi. Puis là, parce qu'on parle de cette bière-là que j'adore, j'ai une petite... En fait, on est plus proche du barley wine anglais qui est très sec, qui n'utilise pas des houblons très... en fait, qui est très aromatique, mais qui finit beaucoup plus bas que le barley wine américain qui est très liquoreux. Mais on utilise En fait, je vais poser la question. C'est quoi les houblons là-dedans? On est allé avec des houblons old school américains un peu. Soit notre genre de duo de résine par excellence, Chinook et Nugget. Dans le temps qu'il n'y avait pas de citron. Je pense qu'il y a même un dry up de Chinook dedans. Oh. Quand vous avez une recette qui vous tente ou qui vous plaît, combien de fois ou combien de temps vous allez mettre avant de vraiment l'élaborer? Combien de gâchis, entre guillemets? Genre, vous allez essayer combien de fois avant vraiment de la sortir? Chercher en fait, qu'est-ce qui diffère, quoi? Ce qui est plaisant ici, travailler à petite échelle, c'est-à-dire c'est 400 litres de bière à passer. Ça passe très, très, très vite. Fait qu'on peut se permettre d'essayer beaucoup de choses. Et en même temps, ben là, ça fait... Quand on crée une recette, ça arrive plus vraiment qu'on n'est pas satisfait au point de pas vouloir la servir ou pas de vouloir la boire. Parce que principalement, ce qu'on veut, c'est la boire. À date, depuis qu'on est ici, puis on va toucher du bois, on n'a pas jeté de batch. Parce qu'on est toujours assez proche. Puis comme je vous dis, on est à 50 batchs. C'est pas exceptionnel. Là.
mais on est toujours relativement proche des targets qu'on s'est donnés. Faut donner un gros crédit au fichier d'élaboration de recettes aussi, là, qui nous permet franchement d'arriver pas mal sur ce à quoi on a pensé. Puis après, ben, c'est la game de l'évaluation organoleptique. Quel changement on veut apporter à ça? On réitère, on recommence. Puis à chaque fois, le brassin s'améliore, mais il faut dire que la première itération était déjà pas loin de la cible, tu sais. Pas loin de ce qu'on voulait déjà. Fait est-ce qu'il y a des recettes qui évoluent plus? non. Ben. Non. Ce qu'on fait à ma brasserie, on y touche presque plus. Ça, c'est la Pils qui n'est pas disponible, la West Coast qui n'est pas disponible, la APA qui n'est pas disponible, puis la Milkshake, puis la Café Rico, c'est les 5 bières qu'on a faites là-bas. Puis au moment qu'on se parle, il n'y a plus de modifications qui se font sur ces recettes-là, mais ça vient aussi du fait que on ne travaille pas à temps plein là-bas en train de gosser sur leur système. Les bières qu'on fait ici, il y en a qui ont pas été modifiées. Puis je parle de modifications minimes, là, même pas. Il y en a une couple, plusieurs même, mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé à les modifier dans l'avenir. C'est pas quelque chose de statique pour nous autres, une bière. C'est quelque chose qui peut toujours être meilleur. Puis je parle pas je parle pas de changer un profil de houblon, je parle pas de changer la moitié du grain bill. Là, on parle de petits ajustements on trouve leur raison d'être en écoutant puis en se disant « me semble que je prendrais une touche d'astringence de moins, qu'est-ce que je peux faire pour ça? » Fait que oui, c'est toujours... Fait que finalement, non. Comme Martin disait, non. C'est toujours évolutif. Fait que je vais laisser le temps à quelqu'un de se rendre au micro s'il y a une dernière question. Sinon, j'ai deux dernières questions à rigueur. Je vais en poser une quand même. Sur la carte actuelle, c'est quoi la bière qu'on ne peut pas manquer? Où la carte? Hey! Qu'on ne peut pas manquer. Ben... Moi, j'ai une idée. Moi, je suis vendu sur l'American Strong Ale. C'est vrai. C'était ça? Non, c'était pas ça mon idée, mais j'allais faire un pitch en disant si vous restez un petit peu, on s'en va brancher en fin d'après-midi une IPA à l'azote que je pense qu'il ne devrait pas être manqué. Oui, c'est vrai. C'était notre première expérience à utiliser de l'avoine maltée aussi. Fait que, il y a beaucoup de nouveaux paramètres qu'on va découvrir en goûtant cette bière-là aussi. Mais ouais, American Strong Ale, je pense que ça vaudrait la peine de ne pas manquer ça. Ça commence à faire un temps qu'elle est branchée aussi, puis ça a bien évolué. Puis aussi pour dire que ça va tirer à sa fin éventuellement. Fait que ça peut être le fun. Ma question est simple. Boswell, la brasserie, c'est quoi qui vous définit? C'est quoi votre saveur? Notre signature. Ouais. C'est drôle parce que c'est une conversation que j'avais avec Mathieu mercredi. Puis j'en parlais à Martin ce matin. Puis je pense qu'on s'est toujours défini sans avoir de signature. C'est pas quelque chose à laquelle je tiens. Je trouve plus que c'est nécessaire autant que ce l'était à l'époque des McCaslin Boréal qui avaient besoin de sortir du lot. Mais c'est Mathieu qui m'a dit ça c'est votre signature. Puis je peux pas dire que je suis en désaccord avec lui sur ça d'ailleurs. Puis selon Mathieu, c'est qu'on est toujours vraiment à la recherche d'équilibre dans nos produits. C'est une des choses auxquelles on tient le plus. Les bières vont jamais, ou du moins on l'espère, être trop de quoi que ce soit. Il va toujours avoir un bon support à ce qu'on veut que tu goûtes. Puis ça revient pas mal à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, toi, tu as parlé d'équilibre. Martin a parlé de peintabilité ou buvabilité. Ben, ça vient un peu ensemble, un vient avec l'autre. Là. Moi, personnellement, si la bière est équilibrée, vous le savez, là, je commence à être ici assez souvent. Mais donc, on prend une dernière question. Guillaume? Dans votre fantasme le plus ultime de pouvoir faire des collaborations avec des gens d'ici ou d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait une brasserie ou un brasseur que vous aimeriez particulièrement, vous seriez vraiment fier de faire cette collaboration, soit ici ou chez eux directement?
Bonne question. J'en ai une coupe en dessous de la ceinture déjà, puis c'est toutes des collabos avec des gens que j'aurais pu dire que je suis fier de l'avoir fait, là, pour être bien honnête. Si je suis pour en nommer un avec qui ça n'a pas été fait, on va aller sur ma bière préférée qui ne vient pas du Québec. Parce que je pensais répondre ça à cette question-là, mais tu m'as... qui est la Oro de Calabaza de Jolly Pumpkin. Et ce gars-là, ça fait des années qu'il roule, puis il a sorti des produits éclectiques au moment qu'il n'y en avait pas. Puis ça a toujours été un peu un de mes héros aussi. Puis malheureusement, j'ai un beau blanc de mémoire sur son nom, ce qui fait chier. Mais ouais, j'aimerais ça aller brasser au Michigan. Oui. Bref. Ouais. Fait que je vous remercie tous pour votre participation à cette première classe de maître. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que j'en ai eu. C'est terminé, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter. Pour autant, moi, je reste. Eux autres sont coincés ici. On va boire. Ceux qui veulent manger, je vous conseille fortement le burger ou le fish and chip. Mais le reste, c'est tout excellent. En fait, c'est une très bonne table. Prochaine classe de maître, car oui, il y en aura d'autres. Prochaine, c'est le 5 mai prochain avec Francis Richer de Brasserie Aricana, que j'ai bien hâte de rencontrer. Francis Richer, qui est l'ancien... Il est roux. Il est roux, effectivement, et c'est l'ancien président et c'est un des cofondateurs de la BAC. Donc, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Et n'hésitez pas à venir me voir après pour me faire part de vos commentaires, outre la durée qui, selon moi, doit être plus longue parce que j'ai vraiment trop de plaisir en ce moment. Fait que venez me voir, faites-moi vos commentaires. C'est demain qu'on s'améliore, puis c'est demain qu'on va pouvoir mieux vous servir. Sur ce... Merci vraiment d'avoir été là. Des petits merci spéciaux. Un premier pour Antoine, qui filme et qui s'est occupé de la sonorisation et qui va nous faire un montage de tout ça pour que ce soit disponible ailleurs au Québec pour les gens qui peuvent malheureusement pas être là aujourd'hui. Boswell qui nous accueille si gentiment, si généreusement, semaine après semaine. On est rendu là, oui, c'est vraiment semaine après semaine maintenant. Ça fait notre bonheur. Et finalement, malheureusement, Leonardo est parti, mais Baron Mag, qui est un nouveau partenaire média, qui va s'occuper aussi de faire la promotion de nos événements au Boswell. Sur ce... Et merci à toi, Mathieu. Oui, merci à toi, Mathieu. Merci à Camille aussi, qui nous a tous servi de la bière. Merci!